L'exploration de la culture web est au cœur de la démarche de l'artiste contemporain John Raffman. Ordinateur, jeux vidéo, réseaux, bases de données, Google Earth, Google Street Views, Second Life constituent les champs d'investigation avec lesquels il travaille. À la manière d'un archéologue, il creuse, fouille et archive le cyberespace. Il étudie ces nouveaux mondes et ces sous-cultures. Qu'en est-il de cet archéologue de la culture web qui a pris pleinement acte du tournant numérique des sociétés contemporaines? John Raffman ne crée pas des œuvres pour et sur le web, il propose une exploration de ces mondes et de ces communautés virtuelles et situe sa démarche dans un dilemme lié à la nature irrémédiablement anthropique du web. La temporalité extrêmement brève d'Internet, le temps qui passe en un coup de vent, produit à la fois des ruines, des traces sédimentaires et un rythme exponentiel. L'image que vous voyez à l'écran est extraite de la série You Are Standing in an Open Field, réalisée en 2015. Dans cette série de tableaux photographiques, des claviers d'ordinateurs souillés et d'autres résidus figurent à l'avant-plan de paysages qui proviennent de la peinture de la Renaissance tardive, du romantisme ou de la Hudson River School, qui est une école romantique américaine. Ruines antiques, comme sur cette image où l'on voit un paysage pittoresque, des cascades, ici les chutes Niagara, et vous avez l'image originale qu'a reprise John Raffman, qui vient justement du Hudson River School, ou encore des tempêtes en mer, comme sur cette image et sur celle-ci. Le titre renvoie aux premières phrases du jeu vidéo Zork, créé à la fin des années 1970, et il m'a suffi de quelques minutes pour constater sur les réseaux sociaux d'anciens joueurs comment ceux-ci sont nostalgiques de sa disparition. L'expression « You are standing in an open field » comporte aussi d'autres références, me semble-t-il. Elle peut évoquer la figure non moins nostalgique de l'explorateur ou du voyageur romantique se tenant devant un paysage sublime face à un ailleurs, ou encore l'idée d'un champ ouvert, autrement dit, la possibilité ou la promesse d'un monde à découvrir. La résurgence du passé, et particulièrement l'esthétique romantique, est notoire dans les univers virtuels et particulièrement dans les jeux vidéo. La recherche de l'ailleurs, l'exploration de mondes inconnus, la quête, la figure du héros, la personnification de soi, la nostalgie du passé qui s'exprime notamment dans les représentations de ruines et dans certaines attitudes comme celle du flâneur, du voyageur, de l'explorateur. John Raffman relie sa démarche à cette résurgence. Je m'intéresse, dit-il, à retrouver le passé dans le présent, à suivre l'héritage actuel de la tradition romantique et à voir comment, dans les jeux vidéo et dans l'Internet, beaucoup de cette tradition subsiste. Cela rejoint mon intérêt pour l'exploration virtuelle, et sa connexion à la figure romantique de l'explorateur. Quoique cette posture de l'artiste en explorateur a jusqu'ici peu attiré l'attention, on ne peut pas en dire autant d'autres figures qui s'y apparentent et auxquelles John Raffman s'associe également, à commencer par l'auteur comme producteur de Walter Benjamin en 1934, l'artiste anthropologue de Joseph Kosuth à la fin des années 60, l'artiste ethnographe de Hal Foster, qui voit dans l'ethnologie un nouveau paradigme de l'art contemporain, l'artiste archiviste ou l'artiste historien dont parle Mark Godfrey, et enfin l'artiste archéologue chez Dieter Holstrate. La majorité de ces auteurs analysent ces différentes postures dans la perspective d'un tournant historiographique de l'art qui découlerait d'une observation du réel sous la forme d'un travail de fouille et d'enquête. Je préfère parler ici d'une archéologie du présent, dans la foulée de ce que suggère Dieter Holstrate dans le catalogue de l'exposition The Way of the Shovel, et je le cite. Une des expressions les plus convaincantes de ce tournant historiographique dans l'art de la dernière décennie se manifeste souvent et littéralement dans une forme amateur d'archéologie du passé récent ou de façon cruciale dans une performance de l'archéologie,
passant par le théâtre scientifique des excavations et des extractions, l'acte de creuser et de déterrer. Sans aucun doute, l'appel de l'archéologue qui creuse a depuis longtemps agi comme une puissante métaphore pour une multitude d'entreprises qui surgissent des profondeurs de la pensée humaine. Cette performance archéologique, comme le souligne Dieter Rollstratt, ne vise pas tant à déterrer le passé qu'à creuser le présent pour mieux comprendre sa propre contemporanéité. Il poursuit. Le regard rétrospectif historiographique, qui inclut la recherche en archives, le document, l'acte de déterrer ou d'excaver, le récit historique, le mémorial, les reconstructions, les reconstitutions et les témoignages, est comme un gage critique de la vraie contemporanéité, le signe d'un ancrage solide dans l'actualité de son temps. Ici, l'appel de l'archéologue est remplacé par le clavier d'ordinateur, tel qu'il figure au premier plan des images de la série You Are Standing in an Open Field. Quel serait alors cet archéologue du virtuel? Dans What is Media Archaeology, Jussi Parikka décrit l'archéologie des médias de la façon suivante. L'archéologie des médias considère les cultures médiatiques comme sédimentées en différentes couches, selon des plis du temps et de la matérialité au sein desquelles le passé peut soudain être redécouvert d'une façon nouvelle, alors même que les nouvelles technologies deviennent obsolètes à un rythme de plus en plus rapide. John Raffman travaille presque exclusivement à partir de l'univers de l'ordinateur. Il recycle, archive, recompose, reconfigure la matière propre du numérique, son environnement social, culturel, économique. Il adopte les techniques et les outils de l'archéologue. Il fouille, il navigue, il voyage, il se déplace dans des espaces virtuels, il explore ces nouveaux mondes, il excave ces temporalités à la recherche de traces du passé. Il dit d'ailleurs que l'essentiel de son travail consiste à montrer comment les mondes virtuels ne changent pas seulement la façon dont nous interagissons avec notre propre environnement, mais également la façon dont nous expérimentons et nous remémorons le passé. Réalisé en 2013, Remember Carthage est exemplaire. Le film met en scène la posture de l'explorateur romantique à la recherche de lieux disparus pour les transposer à des nouveaux mondes virtuels. La figure de l'explorateur incarne ainsi celle du navigateur sur Internet. L'œuvre est une animation 3D composée d'un étrange mélange d'univers virtuels, de paysages et de ruines reconstituées, de décors et de séquences d'animation tirées de jeux vidéo PlayStation 3. John Raffman reprend aussi la structure de fonctionnement de Second Life comme un moyen d'échapper au monde réel, de créer des communautés anonymes, des sous-cultures en ligne et de permettre l'exploration des jeux de rôle. Le film commence sur des images qui proviennent fort probablement de Google Earth. Je vais essayer de vous partir, voilà, de Google Earth, et dont le mouvement est caractéristique de la navigation sur ce site, débutant avec des images en plongée vues par satellite sur la ville de Las Vegas. Je vais vous montrer. I had moved to Vegas in the hopes that I had finally found a place that suited me. It did not pretend to be anything other than its surface. But the people ruined it for me. Désolée, je coupe le meilleur, je le sais. C'est en naviguant sur le web que le narrateur découvre l'existence d'une ville disparue et part à sa recherche. Son périple va le mener à travers l'océan puis le désert. Sur le plan narratif, Remember Carthage raconte une double quête.
la recherche d'un lieu de villégiature abandonné en plein désert du Sahara et un périple dans les paysages mouvants de la mémoire à la recherche de soi. Le narrateur, une voix off à la première personne, comme vous avez pu en avoir une petite idée ici, traverse un paysage sans frontières définies, sans commencement ni fin. Au fur et à mesure que son périple avance, il s'enfonce de plus en plus. Il erre dans le monde virtuel de l'ordinateur comme il erre dans sa propre mémoire. D'une voix mélancolique, il nous conduit à travers un monde entièrement simulé, virtuel, et un sentiment d'aliénation et de solitude structure sa quête. Je vais vous faire écouter. Là, je dois procéder à une petite manœuvre pour le faire avancer. Valley, with a man who claimed to be the descendant of a Mojave chief. He taught me how to hunt bobcat and endure 120-degree heat. I had discovered his 1-month wilderness intensive on a popular survivalist blog, but I do not find solace in the community of those obsessed with preparing for the apocalypse. For many years now, I have been in search of absolute solitude to match the loneliness I feel in the company of others. Surfing the web one night, I discovered Je vous amène un petit peu plus loin. the answer to my desire. Its existence had been a well-guarded secret of the elite. Having earned its title, the Vegas of the Maghreb, its architecture ranges from mock Persian temples to Ottoman bathhouses to the sham ruins of Carthage. But the resort did not last long. One commenter alleged that its closing had something to do with the fact that the whole town had been erected on dangerously unstable foundations. Ça vous donne une petite idée. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Il est disponible sur le site de John Raffman. Alors, vous l'avez vu, ce récit est celui d'une quête semblable aux jeux vidéo. Plusieurs séquences fonctionnent en boucle, voire en spirale. On voit les mêmes lieux, les mêmes personnages, ce qui augmente le sentiment de délocalisation du protagonisme. La structure narrative des jeux vidéo fonctionne aussi selon des procédés similaires. Par exemple, lorsque le protagonisme meurt et ressuscite incessamment lors de son périple. Dans Remember Carthage, il n'est pas clair si le narrateur parvient finalement à atteindre son but. En dépit qu'il se déplace constamment, il est pris dans une spirale. Au lieu de trouver le sens qu'il cherchait, il se perd encore plus profondément dans sa quête et son but semble de plus en plus s'éloigner jusqu'à devenir inatteignable. En 2007, lorsque Google lance son projet le plus ambitieux, celui d'archiver le monde entier, Google Street View, John Raffman, comme plusieurs internautes, observe parmi cette immense archive la présence d'événements incongrus captés à l'insu de la machine. Quelques rappels. Google Street View vise à reconfigurer virtuellement la totalité de l'espace de la planète. Le Google Car, muni de ses 9 caméras capables de capter l'environnement à 360 degrés, sillonne le monde pour en concevoir une cartographie numérique et en archiver toutes les images. Google donne ainsi l'impression que tout territoire a non seulement déjà été exploré, mais qu'il est désormais archivé et accessible à tous, et cela, peu importe où nous soyons dans le monde, à condition que nous soyons devant un écran. La fonction de cette archive n'est pas la conservation, mais bien la navigation instantanée. Google annonce son projet par une série de slogans qui invitent à l'exploration, à la navigation devant l'écran de votre ordinateur ou de n'importe quel appareil mobile. Le monde entier est à portée de main. Partez pour un tour du monde virtuel. Découvrez le monde où que vous soyez. Que vous utilisiez votre ordinateur ou un appareil mobile, regardez le monde en 3D comme si vous y étiez. C'est ainsi que John Raffman se lance dans l'exploration de ce nouveau monde virtuel et qui constitue sa propre archive, Nine Eyes of Google Street View.
Il isole certaines images en raison de leur incongruité. Il les rassemble, les recadre, il les archive sur son site web et il les présente dans le cadre d'expositions dans des galeries et des musées. Nine Eyes of Google Street View montre l'existence d'une tension entre le regard neutre et l'objectif de la machine et notre propre regard qui perçoit dans ces images une signification, un sens narratif, des récits, voire des événements. Dans une présentation à Istanbul en septembre 2014, John Rathmann dit que cette tension entre le regard mécanique et indifférent de la caméra de Google Street View et le regard humain caractériserait plusieurs aspects et contradictions de notre monde réel et de notre temps contemporain. Google Street View s'inscrit en filiation avec une double tradition photographique. D'un côté, la street photography, dont le sujet est la présence humaine dans des situations spontanées prises sur le vif dans des espaces publics et dont majoritairement la rue. De l'autre, les missions photographiques qui visaient à archiver le patrimoine en voie de disparition. Mais à l'échelle de la planète, Google donne l'impression que tout a déjà été capté, qu'il n'y a plus aucun endroit sur la planète qui ne soit pas accessible à l'œil, qu'avec l'ordinateur, tout est potentiellement enregistré, archivé et immédiatement accessible à l'écran. C'est une archive monstre. J'emprunte cette monstruosité de l'archive à Pierre Nora, qui parlait de l'événement monstre dans un texte paru dans la revue Communication en 1972, dans lequel il déplore la surproduction événementielle par les médias. À son tour, l'ordinateur aurait rendu l'archive monstrueuse, au même titre que Pierre Nora disait que les masses médias ont fait de l'histoire une agression et rendu l'événement monstrueux. Cette archive monstre serait le propre du numérique, capté au point de dévorer. La vitesse à laquelle l'archive peut prendre de l'expansion et accumuler des données au point d'une surcharge la soumet, paradoxalement, à une obsolescence. Google a déjà couvert presque la totalité de la planète et effectue des mises à jour au fur et à mesure de l'évolution technologique. La caméra mécanique rephotographie les mêmes endroits avec une technologie de plus en plus sophistiquée. C'est bel et bien d'une mise à jour de l'information dont il est question et non d'une possible découverte de nouveaux mondes. Que reste-t-il alors à découvrir pour notre explorateur si la planète devient quelque chose de fermé que l'on peut prétendre englober dans une totalité et rendre cette totalité immédiatement accessible à partir de l'écran? Il n'y a plus rien à découvrir, c'est l'antithèse de l'explorateur. Ce que montre John Rathmann en explorant le nouveau monde créé par cette archive monstre, c'est que malgré la complétude à laquelle prétend Google, il y a des événements qui surgissent de la documentation systématique. À partir de là, on pourrait penser que la nouvelle archive, ou peut-être pourrait-on dire la véritable archive que crée John Rathmann à partir de Google Street View, s'oppose à cette finitude. D'un côté, il y a le monde fini, total, et de l'autre, il y a le monde infini, qui comprend la promesse qu'il reste toujours quelque chose à découvrir, à connaître. L'archive que construit John Rathmann viendrait donc ainsi s'inscrire en dialectique avec cette archive monstre, en réorganisant ses éléments pour faire surgir la singularité, l'unicité, la surprise de l'événement, pour reprendre les mots de Jean-Luc Nancy. L'archéologue du virtuel serait donc une posture critique. Merci.